Bien le bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour un de nos midis conservation mensuels organisés par le réseau des milieux naturels protégés. Donc pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, sachez que votre micro et votre caméra sont désactivés. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, vous avez la possibilité de nous écrire des petits messages, commentaires dans le chat. Tout au long de la présentation, vous pouvez par contre poser vos questions en écrivant dans la boîte questions et réponses. Et à la fin, vous aurez aussi l'occasion de vous signaler en levant la main si vous souhaitez poser votre question de vive voix. Donc, vous pouvez choisir vraiment ce qui vous conviendra le mieux. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Yves Bergeron qui nous parlera des feux de forêt, de leur rôle écologique et des leçons qui nous offrent pour l'avenir. Donc, Yves Bergeron est professeur émérite de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et à l'Université du Québec à Montréal. Il est titulaire d'une chaire industrielle et d'une chaire du Canada en écologie et en aménagement forestier durable. Il a dédié une large partie de sa carrière à l'étude de la dynamique forestière auprès des feux et comment on peut s'inspirer de cette dynamique pour l'aménagement de la forêt boréale. Donc, bonjour, merci beaucoup Yves de ta présence aujourd'hui. Je vais te laisser la parole, puis je vous souhaite à toutes et à tous un super webinaire. Bonjour, je vais juste démarrer la présentation. Bon, est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, je confirme. Oui? Bon, ben, Oui, écoutez, très bien. je suis très heureux d'avoir cette occasion-là, un peu stressé par l'intérêt. Il semble qu'il y a beaucoup de gens intéressés. Euh, Écoutez, il y a le sigle de la chaire en aménagement forestier durable. Juste vous mentionner que je suis retraité maintenant et je ne suis plus le titulaire de la chaire, mais je l'ai été pendant plus de 20 ans. Euh, bon, j'avais déjà donné une présentation de ce genre-là à l'UQAM, v'là un certain nombre d'années. C'était avant le feu ou les feux de 2023. Et j'ai décidé de commencer la présentation en parlant un peu des feux de 2023, en le mettant en perspective avec ce qu'on a pu connaître par le passé. Euh, Puis le restant de la présentation, en fait, vous allez voir, malgré les feux de 2023, demeure très pertinent à la problématique. Vous pouvez voir ici en rouge là, les feux de 2023 euh, qui ont eu lieu. Vous voyez qu'il y en a eu beaucoup dans la forêt publique, c'est-à-dire dans la forêt sous aménagement forestier, mais qu'il y en a eu surtout beaucoup au nord, dans la zone du territoire de la baie James, où il y a eu passablement de feux importants durant cette année-là. Si on regarde comment ça se compare aux statistiques qu'on peut avoir depuis le début du siècle, on s'aperçoit qu'en termes de superficie brûlée, de nombre de feux, on retourne à ce qu'on a connu dans les années 20. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement inconnu de la nature, dans la mesure où il y a déjà eu des années aussi importantes que l'année 2023 dans le passé, et qu'il y a une longue période, et c'est peut-être ça qui est un peu le problème dans notre compréhension. Il y a eu une longue période au 20e siècle où finalement les feux étaient beaucoup moins abondants que ce qu'ils avaient été par le passé. Les années 10-20, là, les deux décennies 10-20 sont parmi les décennies les plus secs qu'on ait connues euh, au Québec. Et puis, les feux ont eu lieu aussi assez tôt au printemps, comme les feux de 2023. Si on se reproduit plus loin encore et qu'on regarde au sud de la baie James et puis qu'on monte 200 ans en arrière, on voit qu'en termes de superficie brûlée, 2023, c'est 5,3 mais que au 19e siècle, on a dépassé de beaucoup cette quantité de territoire brûlé et qu'on est encore dans ce qu'on pourrait appeler la variabilité naturelle. C'est-à-dire que 5,3 du territoire qui brûle dans une année, ça demeure quelque chose qui a pu se produire dans les 200 dernières années.
C'est sûr que si on avait 5,3 pendant 10 ans à chaque année, là, on sortirait définitivement de la variabilité naturelle. Mais vous voyez, 2024 a été une année avec peu de feux et 2025 est une année avec peu de feux au Québec. Au Canada, il y a eu des énormes feux. 2025 est probablement plus importante, va probablement, quand on va avoir fini de calculer, plus importante au Canada que 2023. Mais au Québec, on est encore dans ce qu'on pourrait appeler là, dans la variabilité naturelle de ce qu'on a pu connaître par le passé. Fait qu'en fait, ce que je veux vous donner, c'est peut-être une vue d'ensemble des incendies forestiers. Les acteurs, c'est un peu les espèces, les arbres, comment ils sont adaptés, comment ils se régénèrent, qu'est-ce qui se passe en fonction du temps depuis le dernier feu, discuter un peu de ce qui nous attend pour le futur et puis de vous parler de quelques enjeux pour l'aménagement forestier qui sont liés à cette question-là de la dynamique forestière créée par les feux en forêt boréale et puis de l'avenir qui visiblement va vers une activité des feux plus importante. Bon, la vue d'ensemble, je reviens, en moyenne au Canada, là, 7500 feux par an. Et puis là, bon, ben, les statistiques ne sont pas à jour, mais quand même, ça demeure pertinent. 2,5 millions d'hectares de brûlés, des coûts astronomiques de suppression des feux. Fait que vous avez sur la carte les feux d'entre 1980 et, je dois enlever ça ici, 2015. Fait que vous voyez que c'est quand même quelque chose là, qui est quand même assez important. Bon, la forêt boréale, c'est 33 des forêts du monde, puis il y en a 28 au Canada. Donc, avec la Russie, les pays scandinaves, on est vraiment les dépositaires les plus importants de la forêt boréale. Bon, ici, j'ai les statistiques là, des superficies brûlées au Canada depuis 2007 à 2017. Et puis, vous voyez un petit peu là, la moyenne. Et ce qui est important de réaliser, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de feux qui sont allumés, surtout des feux de cause humaine. Mais il y a très peu de ces feux-là qui couvrent de grandes superficies. Donc, beaucoup de petits feux et quelques grands feux qui couvrent la grande majorité des superficies brûlées. Et puis, les grands feux sont généralement de cause de foudre plutôt que de cause humaine. Vous voyez, 64 des superficies brûlées, c'est des feux de foudre, alors que 4 des territoires brûlés, c'est des activités humaines. Mais si on se retourne de bord et on regarde le nombre de feux, bien, il y a beaucoup de feux créés par l'activité humaine, mais qui couvrent des superficies qui sont beaucoup plus petites. Il faut comprendre que les feux qui sont allumés par l'homme le sont souvent dans des endroits beaucoup plus accessibles et donc on peut facilement les éteindre avant qu'ils prennent des proportions hors contrôle. Alors que les feux qui sont allumés au nord, dans la grande forêt boréale, ben, avant qu'on puisse se rendre pour les supprimer, ils sont rendus à une taille qui est suffisamment grande pour qu'ils soient hors de contrôle. Bon, répartition des feux au Québec depuis 1972. Bon, si je vous donne une idée, là, vous voyez immédiatement que dans la zone d'aménagement, ce qui est au sud de la ligne grise, il y a relativement peu de feux comparé à la zone de la baie James, qui est au nord de ce qu'on appelle la limite nordique des forêts attribuables, c'est-à-dire au nord des endroits où on fait de l'aménagement forestier. Donc, jusqu'à 2023, les feux n'étaient pas un si grand enjeu dans l'aménagement forestier, mais plus ils prennent de place, plus ils compétitionnent avec la coupe forestière. Et c'est ça qui devient de plus en plus problématique. C'est que là, on ne peut pas compter sur le fait qu'on va faire de l'aménagement forestier sans mettre en lien qu'il y en a qui vont brûler. Et puis, je vous dis déjà d'avance que les feux ne sont pas pris en compte dans le calcul de la possibilité forestière.
On considère que sont suffisamment peu abondants pour qu'on puisse s'ajuster à la suite. À mon avis, c'est une erreur, mais on est encore dans cette vision-là. Bon, ici, je vous parle de quelque chose qui est un peu, bon, je ne veux pas rendre ça trop compliqué, mais c'est le cycle de feu. Le cycle de feu, c'est le temps que ça prend pour brûler l'ensemble du territoire. Ça veut dire, si vous avez un territoire où il y a un cycle de feu de 50 ans, ça veut dire qu'il y a 2 du territoire qui brûle à chaque année, puis au bout de 50 ans, vous avez brûlé l'ensemble du territoire. Mais naturellement, les feux brûlent rarement 2 fois à la même place. Donc, ça ne veut pas dire que tout a brûlé. Ça veut juste dire qu'une superficie équivalente a brûlé. Fait que vous voyez que si on va vers la baie James, on est dans des cycles de feu de 50 à 100 ans, le jaune, le rouge, le jaune-orange. Puis si on descend dans la zone d'aménagement forestier, on est dans des cycles de feu qui sont au-delà de 200 ans. Même on peut aller dans le sud ou sur la côte nord, qui est beaucoup plus humide que la zone à l'ouest. On va dans des cycles de feu de l'ordre de 1000 ans, 2000 ans. Donc, des retours de feu qui sont là, qui sont importants, mais qui ne sont pas très courts comme ce qu'on peut observer plus à l'ouest. Et ça, bon, ben, c'est les statistiques de 72 à 2015. Encore là, si on ajustait à 2023, on aurait un changement, mais qui ne serait pas significatif en termes d'importance, compte tenu qu'on reste quand même dans la variabilité naturelle. Bon, moi, j'ai étudié surtout le petit carré là, qui est là, qui va de la forêt tempérée, qui est dans la classification du ministère, s'appelle la sapinière à bouleau jaune, donc encore une espèce tempérée qui est le bouleau jaune, et la zone boréale. Et dans la zone boréale, ben, on a en bleu la sapinière à bouleau blanc, qui est une forêt mixte dominée par le sapin, mais avec le peuplier et le bouleau blanc qui sont importants. Et quand on passe dans la zone qui est le plus au nord, on rentre dans la zone de la paissière à épinette noire, donc une zone qui est dominée surtout par l'épinette et puis le pin gris. Et je me suis intéressé à ce transect-là ici. J'ai mis la FERLD, c'est la forêt d'enseignement de recherche du lac du Parquet, qui est une forêt qui est aménagée par l'Université du Québec à Montréal et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, là, qui est un de nos territoires fétiches, puisqu'on fait nous-mêmes de l'aménagement forestier dans ce territoire-là. Et là, vous avez la carte de l'origine des peuplements sur le territoire. Important de réaliser qu'il ne s'agit pas des feux eux-mêmes, mais bien de la date à laquelle le peuplement, qui est origine de feu, s'est initié. Ce qui est en rouge, c'est les feux récents. Donc, en rouge, vous avez vraiment les feux qui sont arrivés récemment. Là, on peut voir pour les gens qui sont du coin, là, on voit très bien le feu de Valparadis au nord du 49e et le feu de Selby qui est presque au 50e, qui sont des grands feux qui ont couvert, en général, les grands feux couvrent entre 50 à 100 km² du territoire. Et puis, à mesure que les couleurs s'en vont vers les couleurs plus foncées, comme le noir, on voit qu'il y a beaucoup de peuplements qui datent de feux très vieux, jusqu'à 1700 ou avant 1700. Bon, la façon dont on a reconstitué ça, c'est à travers des archives, mais visiblement, avant 1880, ce qu'il a fallu, c'est dater les arbres qui avaient régénéré après les feux. C'était ça qui nous donnait la date du dernier feu, ou des cicatrices qui sont laissées sur les arbres par le feu, ou la datation d'arbres morts. Donc, quand on arrive avant 1700, ben, c'est parce qu'on ne peut plus être sûr qu'il n'y a pas eu des arbres qui sont régénérés après feu, mais qui sont morts maintenant. Donc, ça pourrait être plus vieux que l'âge du plus vieil arbre sur le territoire.
Bon, ben, comment on fait ça? Ben, écoutez, en 1940, suite après un feu, vous avez ce qui s'est produit. Si vous retournez en 2000, ben, les pins gris, dans ce cas-là, c'est des pins gris, sont revenus. Si vous carottez les pins gris, ben, vous avez une idée de que c'est en 1940, en décomptant les cernes de croissance, que le feu a son origine. Bon, on peut compter là, au laboratoire les cernes de croissance. On est chanceux dans les climats froids. Les arbres produisent des cernes très caractéristiques. Au printemps, on a un cerne pâle parce que les arbres ont besoin de tirer l'eau du sol. Et donc, c'est surtout des, euh, des conduits pour l'eau qui sont créés. Alors que vers la fin de l'été, c'est des cernes du bois très lignifiées pour maintenir la rigidité des arbres. Fait qu'on a une alternance entre le bois de printemps et le bois d'été qui crée les cernes de croissance. Si on va dans les milieux tropicaux, on n'aura pas ça parce qu'il n'y a pas de saison. Donc, on va avoir une croissance constante. Puis là, ça devient problématique parce qu'il faut estimer l'âge des arbres avec leur grosseur plutôt qu'avec ces cernes-là. Mais la dendrochronologie, ça nous donne la possibilité avec les arbres de dater plusieurs choses, la croissance, leur année de vie, etc. Donc, c'est un outil là, qui est très, très intéressant pour nous. Et puis, on peut même souvent, si on a une souche d'arbres, puis des arbres vivants à côté, être capable de faire arriver les patrons de croissance de la souche morte avec les patrons de croissance d'un arbre vivant, puis de savoir quand l'arbre est né, même s'il est mort. Et de la même façon, les archéologues vont aller chercher du bois dans une maison, puis ils vont être capables de dater quand est-ce que la maison a été construite ou à quel âge avaient les arbres au moment où la maison a été construite. Fait que c'est un outil, là, la dendrochronologie, qui est extraordinaire. Une autre façon d'utiliser la dendrochronologie, c'est les cicatrices qui sont laissées sur les arbres. Souvent, quand le feu va passer, il arrive avec le vent et sur le côté où opposé au vent, le cambium de l'arbre ne va pas mourir. Et comme un arbre, même si une partie du cambium vivant, parce que l'arbre est vivant que sur une petite partie du tour de l'arbre, à l'intérieur, le bois est mort, c'est à l'extérieur, le bois est vivant. L'endroit où la flamme va rester le plus longtemps, le cambium va mourir. Et donc, après ça, l'arbre qui est resté vivant va chercher à refermer la cicatrice. Et quand on voit où la cicatrice est fermée, à ce moment-là, on est capable de dater exactement l'année où le feu a eu lieu. Et même la saison, si la cicatrice s'est faite dans le bois pâle ou dans le bois foncé, on peut savoir si c'est un feu tôt au printemps ou si c'était un feu pendant que l'arbre avait commencé à faire son bois d'été. Bon, je reviens, c'est pour vous expliquer comment on a fait la carte. C'est qu'on s'est promené sur le territoire, on a regardé des photos aériennes et puis on a fait un échantillonnage systématique du territoire pour avoir le temps depuis le dernier feu et puis faire une reconstruction la plus précise possible de l'origine des peuplements sur ce transept qui va de la forêt boréale, ben, de la forêt tempérée au sud jusqu'à la grande forêt de conifères au nord. Euh, une chose intéressante, c'est que quand on fait l'âge moyen du temps depuis le dernier feu, on arrive à 139 ans. Puis, ce qui est intéressant, c'est que 57 des peuplements qui ont plus de 100 ans, puis 23 du territoire qui a plus de 200 ans. Donc, c'est pas vrai que toute la forêt boréale brûle à grand rythme et qu'il n'y a pas de vieilles forêts. Il y a beaucoup de vieilles forêts dans la forêt boréale. Puis si vous regardez, il y a comme une absence de forêt entre 2000 et 1910, alors qu'il devrait y avoir de forêts de ces âges-là. Ça, c'est parce que le 20e siècle, il y a eu beaucoup moins de feux qu'il y en a eu au 19e et au 18e siècle. Donc, on a connu un 20e siècle avec peu de feux. Bon, vous allez me dire que c'est parce qu'on les a éteints. Je vous le dis tout de suite, la suppression des feux n'a pas eu
un impact très grand. Elle l'a depuis peut-être le moment où on a des avions, 1970, où on est capable de se rendre avec les avions. Et même à là, j'ai un petit doute sur le fait qu'on a un grand effet sur le nombre de feux éteints, mais l'effet sur les superficies brûlées est relativement euh, plus faible parce qu'il suffit d'un grand feu pour compenser pour tous les petits qu'on a éteints. Okay? Mais ça, c'est un débat. Il y a des gens qui pensent que la suppression des feux est très efficace et d'autres personnes qui disent que, comme moi, qu'il faut faire attention que la suppression des feux, ça ne peut pas être la panacée, à moins d'y mettre des moyens qui seraient des moyens très, très élevés, qui sont peut-être impossibles à faire. Bon, je fais juste vous dire qu'on a remonté aussi à 8000 ans. Bon, ici, c'est un exemple. Avec un groupe en France, on a carotté beaucoup de lacs au Québec, en Ontario et même un peu ailleurs pour faire des reconstructions des feux, mais depuis le début de l'Holocène. Bon, pour la forêt boréale, c'est à peu près 10 000 ans. Les glaciers sont partis. Et là, les charbons de bois ont commencé à s'accumuler dans les sols et dans les lacs. Et dans le fond des lacs, on a une sédimentation et on peut avoir reconstitué ce qui s'est passé par les charbons de bois qui sont accumulés. On peut reconstituer la végétation par les pollens des arbres qui sont accumulés dans le fond des lacs. Et on peut aussi reconstituer le climat par les chironomides. Les chironomides, c'est une larve d'insecte qui vit dans les lacs et puis, dépendant des espèces qui sont dans le lac, on peut estimer quelle était la température parce qu'il y a des espèces adaptées à des conditions chaudes et des espèces adaptées à des conditions froides. Donc, c'est possible là, de faire ça. Ça prend du travail. Il faut aller sur le terrain, surtout l'hiver, parce que c'est plus facile de marcher sur les lacs l'hiver que l'été. L'été, c'est plus compliqué parce que, bon, on est moins stable sur le lac. Et puis ici, on a une reconstitution de l'intervalle entre les feux et du cycle de feu sur le territoire là, de la forêt d'enseignement de recherche du lac du Parquet, parce que je vous présente, ou sur le territoire dont on a fait la reconstruction des feux. Et on peut voir qu'entre 7000 et 3000 ans, le cycle de feu était quand même assez long, 260 ans, alors que depuis ce qu'on appelle le néoglaciaire, c'est-à-dire une période plus froide, le cycle de feu est devenu plus court et on a eu la présence de conifères qui sont entrés à cause du caractère plus froid du climat dans le territoire. Et le cycle de feu est descendu à près de 100 ans jusqu'à la période moderne. Donc, une période chaude après la déglaciation, une période plus froide, moins de feu dans la période plus chaude et plus de feu dans la période plus froide. Bon, on reviendra avec les changements climatiques. Vous allez me dire que ça n'a pas de bon sens. Quand il fait chaud, ça devrait brûler. Quand il fait froid, ça devrait ne pas brûler. Mais il faut penser qu'il peut y avoir chaud et sec, mais aussi il peut y avoir chaud et humide. Et la période néoglaciaire était froide et sèche pendant l'été. Bon, dans la vue d'ensemble aussi, l'image que les feux, ça brûle tout. À l'intérieur d'un périmètre de feu, il faut enlever un petit peu ce mythe-là, parce qu'ici, j'ai un feu qui a eu lieu près de Lebel-sur-Quévillon. Je ne me souviens plus, je pense que c'est en 1997, mais peu importe. Mais c'est typique de la plupart des grands feux. Il y a relativement peu de territoires qui ne brûlent pas, mais il y en a. Vous voyez toutes les patches vertes, c'est des endroits qui n'ont pas brûlé. Il y a beaucoup d'endroits qui brûlent, c'est les patchs en gris, mais regardez la quantité d'endroits où on dit partiellement brûlé. Ça veut dire des endroits où il reste des arbres. Et quand on dit qu'une coupe totale, ça représente un feu de forêt, il faut faire attention. Une coupe totale, ça enlève tous les arbres. Un feu de forêt, ça n'enlève pas tous les arbres. Il reste des arbres. Je vais revenir là-dessus quand on va parler des échecs de régénération suite au feu de 2023, qui sont liés au fait qu'on ne laisse pas de semencier
quand on fait les coupes. Bon, les acteurs. Les premiers arrivants après feu, si on parle de la forêt mixte, c'est le bouleau blanc qui va revenir par rejet de tige ou rejet de souche. Vous allez souvent voir les bouleaux blancs comme ça. C'est parce qu'ils ont brûlé, puis ils sont revenus à plusieurs tiges à partir des racines et de la tige qui a survécu au feu. Même si l'arbre brûle, il ne meurt pas. Le peuplier à côté, lui, c'est les racines. La tige va mourir, mais les racines restent vivantes. Et puis, sur les racines, il va y avoir des rejets de racines qui vont se produire. Le peuplier, c'est une espèce clonale. Quand vous regardez, ce que je veux dire par là, quand vous regardez un peuplement de peupliers, ils ont presque toutes la même origine génétique. Ils viennent d'un individu ou de peu d'individus qui se régénèrent par les racines. Et plus compliqué que ça, les racines peuvent s'associer les unes ensemble et un arbre peut prendre le génotype d'un autre en s'appropriant ses racines. C'est un système très, très, très... c'est presque de la magie. Sous couvert du peuplier et du bouleau, vous allez avoir des espèces qui vont germer à l'ombre, comme l'épinette blanche, le sapin baumier, et puis au bout du compte, le cèdre ou le thuya, qui lui, comme il n'aime pas les feuilles, il attend que les bouleaux et les trempes disparaissent avant de venir s'installer. Donc, il arrive là 150, 200 ans après que le feu a passé et après que la génération de peupliers de bouleaux ait fait son temps. Quand on va dans la Pelsière épinette noire, un petit peu plus au nord, la stratégie est différente. Les feux sont très grands, très sévères. Et donc, d'avoir des survivants, c'est pas forcément la solution parce que les semenciers sont trop loin ou le feu a été tellement sévère que les racines sont aussi mortes. Donc, on va avoir des kamikazes qui, au lieu de se protéger au sol, se protègent dans l'air, c'est-à-dire au-dessus du sol. L'épinette noire et le pin gris qui ont des cônes enrobés de cire et que même si le feu brûle et tue les arbres, les cônes qui ont la cire, qui ont été chauffés, s'ouvrent après le feu et donnent une génération suivante à la forêt. C'est pour ça qu'on dit kamikaze, c'est que, bon, ils ne se sacrifient pas, on fait de l'anthropomorphisme ici, mais ils se laissent brûler, mais ils reviennent par la suite. Donc, ces espèces-là sont très bien, ces deux espèces-là sont très bien adaptées aux forêts boréales du Nord où on retrouve la dominance du pin gris et de l'épinette noire. Bon, tant depuis le dernier feu, ici, je vous présente la succession qu'on observe au lac du Parquet. La grande chance qu'on a dans cette forêt-là, c'est comme c'est une péninsule qui s'avance dans le lac du Parquet, beaucoup des feux se sont éteints vers le lac du Parquet et on a un patchwork d'années de feu qui couvre 200 à 300 ans de succession forestière. Fait qu'on a échantillonné des feux jeunes, des feux vieux, pour regarder comment ça changeait en fonction du temps depuis le dernier feu. Puis ici, juste pour vous l'illustrer, là, vous avez un feu à dominance coniférienne où les peuplements sont issus de 1717, puis des peuplements feuillus pour un feu qui a eu lieu en 1944. Okay? Donc, on a ce changement-là de forêt de peupliers avec les sapins et les épinettes en couvert à des forêts de plus en plus mixtes où les conifères prennent de plus en plus de place. Ici, en 1823, on voit là, que les peupliers sont complètement envahis par les conifères, jusqu'aux vieilles forêts où on retrouve le cèdre avec le sapin et l'épinette. Donc, un changement graduel qui est lié au temps depuis le dernier feu. Bon, ici, la chronoséquence, mais de feu plus jeune au feu plus vieux, changement dans la composition qui est illustrée ici. Si on a
des peuplements de trembles, surtout sur les dépôts argileux. En Abitibi, on a beaucoup d'argile. Le tremble est abondant. On voit la succession des peuplements feuillus aux peuplements résineux. Et la même chose sur les dépôts plus grossiers, où le bouleau est plus abondant. On voit la succession du bouleau vers les peuplements plus vieux. Et à tout moment, ben, ça peut revenir en arrière à cause des incendies forestiers. Donc, ça, c'est la dynamique naturelle. Bon, il n'y a pas juste les feux. Ça, c'est une diapositive que j'ai empruntée d'un de mes collègues à l'Université du Québec à Chicoutimi, Hubert Morin, un grand ami, qui, lui, s'intéresse aux impacts de la tordeuse des bourgeons d'épinette, qui est un insecte qui attaque les conifères, mais qui est surtout problématique pour le sapin, parce que le sapin va généralement mourir suite à l'épidémie. Et donc, il n'y a pas juste les feux qui comptent, il y a aussi les épidémies d'insectes. Et les deux épidémies d'insectes importantes à la forêt d'enseignement de recherche, c'est la tordeuse sur les conifères, puis la livrée des forêts qui s'attaque aux peupliers. Généralement, le peuplier va être défolié par la livrée des forêts, mais il ne va pas mourir. Mais il y a des cas extrêmes, et c'est arrivé, où le peuplier, finalement, ne sera pas capable de refaire des feuilles après avoir été complètement défolié, et où il va mourir, ce qui accélère la succession vers les conifères. Okay? C'est des épidémies qui arrivent pour la tordeuse aux 15 ans et qui durent 15 ans. Mais ce sont que les arbres matures qui meurent, pas les arbres jeunes. Et la livrée, le cycle, je pense, est au 10 ans. Et en général, les arbres ne meurent pas. C'est juste qu'au mois de juillet, vous vous sentez comme en hiver parce qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, parce que la livrée a mangé toutes les feuilles. Bon, un paysage suite à l'épidémie de tordeuse. Vous voyez l'effet assez grand là, sur le sapin, où les sapins sont suffisamment défoliés pour en mourir. On voit ici une forêt où les sapins sont presque tous morts. Dans les années 80, à la forêt d'enseignement de recherche, il y a près de 90% du volume en sapin qui est disparu. On a refait des inventaires 20 ans plus tard et 40% du volume est revenu. Donc, ce n'est pas dramatique dans la mesure où la régénération n'étant pas affectée, les arbres matures meurent, mais les semis prennent la place et se développent. Fait qu'il y a comme une espèce de cycle naturel où la tordeuse va créer des ouvertures dans le milieu et permettre aux semis qui sont dans le sous-bois de prendre la place des arbres matures. Donc, une perturbation naturelle qui est très abondante quand il n'y a pas beaucoup de feu, parce que moins il y a de feu, plus il y a de vieilles forêts de sapins, et plus il y a de feu, moins il y a de vieilles forêts de sapins. Donc, l'augmentation, je ne veux pas vous rendre ça trop compliqué, mais l'augmentation des épidémies de la tordeuse des bourgeons d'épinette au 20e siècle est en grande partie liée au fait qu'il n'y a pas de feu. Donc, toutes les forêts ont vieilli, sont devenues des forêts dominées par le sapin, et donc l'impact de la tordeuse a été d'autant plus grand que le sapin était dominant dans le paysage. Fait qu'ici, on refait un petit peu l'effet du temps. La tordeuse a tendance à ramener les peuplements conifériens à des peuplements un petit peu plus riches en feuillus, parce que quand les sapins meurent, il y a la régénération en sapin qui s'établit, mais il y a aussi du bouleau et du peuplier qui profitent des ouvertures pour venir s'installer. Donc, il y a un retour vers des peuplements mixtes liés à la tordeuse. Donc, on a l'évolution en fonction du temps depuis le dernier feu, puis le retour avec la tordeuse. Bon, juste vous parler de deux autres espèces qui sont intéressantes, et c'est le pin blanc et le pin rouge, qui, eux, sont associés au feu, mais au feu qui ne tue pas les arbres. Okay? Des feux qui vont brûler dans le sous-bois, mais ces arbres-là ont l'écorce tellement épaisse que le cambium n'est pas affecté. Ils vont des fois faire des cicatrices, mais beaucoup des arbres ne vont pas mourir.
OK? Sauf s'il y a des sapins et des épinettes qui s'installent à l'intérieur de ces peuplements-là et qui font monter le feu dans la canopée. Là, à ce moment-là, même les arbres matures de pin vont mourir. Fait qu'on a un cycle compliqué où il y a beaucoup de feux de surface, l'espèce se régénère et de temps en temps, il y a un feu de couronne où on repart le système à zéro. OK? Et disons que ça, c'est très particulier parce que ça couvre une petite partie du territoire québécois. OK? La grande majorité des feux ont lieu dans la forêt boréale. Et les forêts de pins comme ça, c'est des forêts de forêt tempérées. Ça ressemble beaucoup aux forêts qu'ils ont en Scandinavie, où on a du pin sylvestre, avec ce genre de régime de feu, et aux forêts qu'on a dans l'Ouest américain, avec les séquoias et les sapins Douglas, où on a un régime de feu de surface et de temps en temps un feu de couronne. Je vous dis ça juste pour vous mettre en garde. Quand on dit qu'on va faire du brûlage dirigé ou qu'on va faire de l'éclaircie pour diminuer la chance que ça brûle, ça marche dans ce type de peuplement-là. Mais ça ne s'applique pas à la forêt boréale où il n'y a que des feux de couronne. Donc, même une jeune forêt en forêt boréale va brûler dans la couronne. D'aller enlever le carburant, de faire du brûlage dirigé, ça ne s'applique pas, ou du moins pas de la même façon que ça s'applique dans des peuplements comme ceux-là. Et malheureusement, on a tendance à lire beaucoup la littérature américaine et à vouloir l'appliquer à nos peuplements qui sont très différents. Bon, ici, je vous fais juste vous parler d'une île là, où on a échantillonné les feux dans une forêt de pin rouge qui était sur l'île, une des îles du lac du Parquet, où on a pu voir qu'il y avait eu un feu de couronne en 1900. Ici, c'est caché sur mon écran, en 1799. Mais par la suite, il y a eu 3, 4 feux de surface, le dernier feu en 1914. Fait que là, on peut penser que le fait que le dernier feu, ça fait longtemps qu'il a eu lieu, que peut-être le développement des sapins et des épinettes dans le sous-couvert va faire qu'on va revoir un feu qui a couvert l'ensemble de l'île. Et puis, on voit les feux sur les cicatrices qu'il y a sur les arbres. Bon, les feux, c'est quelque chose de très important pour permettre la régénération des arbres. Parce que la matière organique, c'est un bon lit pour que les semis germent, mais la matière organique, si vous faites du jardinage, vous le savez, si on n'arrose pas, ça sèche beaucoup plus rapidement que le sol minéral. La matière organique va se gorger d'eau, mais elle va sécher rapidement. Fait que s'il y a un feu, c'est important qu'il y ait du sol minéral qui soit mis à nu et pas juste du sol, que ce ne soit pas juste du sol organique. Parce que si les semis subissent une sécheresse sur la matière organique, il va y avoir de grandes mortalités. Donc, le feu agit un peu comme une préparation de terrain. OK? Un peu que ce que les forestiers font quand ils préparent le terrain avant de planter les arbres. Ben, le feu fait un petit peu la même chose. Il brûle la matière organique et il permet d'améliorer les conditions du sol. Bon, là, je vous parle un petit peu de la Paissière, un petit peu plus au nord. Là, je vais passer un peu plus rapidement parce que je vois que je parle beaucoup. Si on regarde au nord, bon, ben, en 1944, on a une forêt de pin gris très serrée ou une forêt d'épinette noire très serrée. La forêt d'épinette noire en haut, la forêt de pin gris. Quand on s'en va en 1823, ben, on voit que la forêt d'épinette noire est beaucoup plus ouverte, beaucoup moins fermée parce que naturellement, tranquillement, il y a des ouvertures qui se créent, il y a de la mortalité qui se crée. Puis si on va dans des forêts très vieilles, on voit qu'on a une forêt qui est, on dirait ancienne, qui est inécoulienne, au sens où il y a des arbres de tous les âges. On n'est plus dans une forêt où il y a un seul âge. Fait que ça, c'est la dynamique naturelle. Ça peut partir en pin gris, ça peut partir en épinette noire, mais ça finit toujours en épinette noire. Parce que le pin gris,
au bout de 100-150 ans, ne se régénère pas sous couvert, alors que l'épinette noire se régénère sous couvert, elle est tolérante à l'ombre. Puis même, elle peut marcoter, c'est-à-dire les branches peuvent s'enraciner et produire de nouveaux individus. Fait que, sans feu, le pin gris disparaît. OK? Et l'épinette noire prend la place. Et s'il y a un feu, puis qu'il n'y a pas de pin gris dans le peuplement, ben malheureusement, ça peut créer des problèmes parce que là, il faut compter que sur l'épinette noire pour régénérer le peuplement. Fait qu'ici, c'est un petit peu la même chose, là, tout simplement avec le temps du dernier feu. Fort heureusement ou malheureusement, l'épinette noire est assez résistante à la tordeuse des bourgeons d'épinette parce que la sortie de dormance au printemps de l'insecte et de l'épinette n'est pas en phase. Avec les changements climatiques, on s'inquiète que la tordeuse puisse s'attaquer de plus en plus à l'épinette noire. C'est d'ailleurs ce que plusieurs chercheurs ont observé sur la côte nord lors de la dernière épidémie de la tordeuse, où il y a eu beaucoup de mortalité d'épinette noire, ce qui est quelque chose qu'on ne connaissait pas par le passé de façon importante. Donc là, il y a un enjeu là, en lien avec les changements climatiques. Est-ce que la tordeuse des bourgeons d'épinette va devenir un enjeu important pour l'épinette noire? Bon, peut-être quelque chose ici, là, je mets beaucoup de choses, mais en tout cas, ça intéresse surtout les gens de l'ouest du Québec parce qu'on est dans des dépôts argileux et avec le temps, dans la forêt coniférienne, la matière organique s'accumule parce que ce qui s'installe dans le sous-bois, c'est des mousses et des sphinges. Et avec le temps, depuis le dernier feu, les arbres perdent le contact avec le sol minéral. On passe d'une forêt productive en contact avec le sol minéral à une forêt qui est dans la matière organique avec une remontée de la nappe phréatique. Et donc, on a tendance à passer d'une forêt à une tourbière. Ce qu'il y a de bien, c'est que le feu, en brûlant la matière organique, va ramener la productivité dans ces peuplements-là. OK? Et naturellement, ça se faisait, mais si vous comprenez, là, actuellement, ce qu'on fait pour recréer le feu, c'est des coupes avec protection de la régénération des sols. On coupe pendant l'hiver où on ne perturbe pas le sol. Puis là, ben, on se surprend que la régénération ne pousse pas à la même vitesse que les arbres qu'on a coupés. Mais ça, c'est parce que la coupe ne perturbe pas le sol. Et donc, dans ces cas-là, la solution coûteuse, c'est de faire une préparation de terrain, de brasser le sol ou de faire des coupes l'été plutôt que de faire les coupes l'hiver pour affecter le sol. Mais là, on va avoir un problème qu'on va créer un enjeu pour la régénération forestière si on fait une coupe où on ne protège pas la régénération. Fait qu'il y a un enjeu là, pour la foresterie de cet aspect-là là, qui est intéressant. Bon, que prévoir pour le futur? Euh, euh, je reviens sur le fait qu'actuellement, on est dans une zone ou une période où les feux ne sont pas très actifs et dans le futur, ils vont devenir très actifs. Fait qu'on est dans une période de transition vers un retour à un régime de feu passé. Bon, j'ai parlé déjà de ça. On sait qu'il va y avoir plus de feu. Est-ce que la solution, c'est de continuer à mettre une énergie sans borne pour supprimer les feux? Bon, c'est un questionnement là, qu'on peut avoir. Euh, Bon, hein, on peut prévoir ce qui va arriver dans le futur en fonction de ce qu'il y avait dans le passé. Je vais passer un petit peu plus vite, là, mais c'est intéressant de voir que quand on regarde les vieux arbres qu'on a au lac du Parquet, ils ont connu, les vieux arbres, une période plus froide, parce que ces arbres-là ont presque 1000 ans, à la période plus chaude
qui a commencé autour de 1850 avec la fin du petit âge glaciaire, puis qui se continue avec les changements climatiques. OK? C'est un enjeu, ça. Est-ce que le réchauffement depuis 1850 est lié à l'effet de l'homme ou est-ce que c'est un réchauffement qui a commencé par des effets naturels? Difficile de penser qu'en 1850, on avait suffisamment de CO2 dans l'atmosphère pour générer une augmentation de température. Aujourd'hui, oui, je pense que tout le monde s'entend que la révolution industrielle a mis beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et que le climat se réchauffe. Mais il faudrait peut-être envisager qu'il y a un effet naturel aussi du réchauffement, puisqu'on a connu une longue période froide qu'on a appelée le petit âge glaciaire. Vous savez que pendant le petit âge glaciaire, juste pour vous donner un exemple, il y avait des ponts de glace pour traverser le fleuve à Québec. Tellement il faisait froid, le fleuve gelait et on pouvait traverser le fleuve sur la glace. À Montréal, il y avait un train qui passait l'hiver d'un côté et de l'autre à côté du pont Victoria. Fait qu'on a connu des périodes plus froides par le passé et actuellement, on est dans une période plus chaude. Ici, je vous montre le petit âge glaciaire. Je vous montre la période plus chaude médiévale, dans la période où les Vikings sont venus visiter Terre-Neuve. Puis les cernes de croissance des cèdres qui montrent en fait exactement la même chose. Très heureux avant le petit âge glaciaire, croissance très faible pendant le petit âge glaciaire et reprise de la croissance depuis 1850. Okay? Et que les cèdres n'ont pas répondu à la température directement, mais ce qui ont répondu, c'est à l'association entre la température et la sécheresse. C'était humide avant le petit âge glaciaire, c'était sec pendant le petit âge glaciaire et c'est redevenu humide après le petit âge glaciaire. Fait que c'est l'inverse. Quand il faisait trop chaud l'été, c'est la sécheresse qui était le problème pour les cèdres. Puis bon, ben, je veux juste vous montrer ici que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait plus de feu depuis 1850. Bon, là, les gens nous ont dit, ah, ben, ça doit être les Autochtones qui mettaient le feu, ou ça fait depuis 1850 que la SOPFEU envoie des avions au-dessus du lac du Parquet. Mais visiblement, ça ne tient pas la route. Depuis 1850, il fait plus chaud, c'est plus humide, il y a moins de feu, puis le niveau du lac a monté d'1 mètre parce qu'il pleut plus. Fait qu'on est actuellement dans une situation où les changements climatiques nous amènent à des situations plus chaudes mais plus humides. Le futur maintenant, ce qui nous est donné par des simulations, lui nous dit que ça ne demeurera pas comme ça. Ça va aller vers très chaud et probablement suffisamment chaud pour que finalement ça devienne sec. Okay? Et puis bon, ben ici, j'ai des données de simulation que j'ai fait avec des collègues de Ressources naturelles Canada qui montrent que de plus en plus, à mesure qu'on s'en va vers les changements climatiques du futur, surtout si on va dans les scénarios les plus pessimistes, qu'on va avoir de plus en plus de sécheresse pendant l'année. Et cette sécheresse-là, on a la température en haut, les précipitations, puis MDC, c'est la sécheresse. Là, je m'excuse, c'est en anglais, c'est le drought code, mais plus la valeur est élevée, plus c'est sec. OK? Et on voit que c'est sec au-dessus de la moyenne pendant toute la saison de croissance, donc du printemps jusqu'à l'été. Bon, ça, c'est ce qu'on nous prédit dans le futur. Le taux de brûlage ou le cycle de feu, si vous voulez, était de telle façon, v'là 6 000 ans, et v'là 8 000 ans, en fait, si on met le zéro à cet endroit-là. Et on a eu une période avec un taux de brûlage très, très élevé. Le carré rouge représente la situation actuelle et les barres représentent des scénarios de plus en plus pessimistes en termes de changement climatique. Et on voit que même le scénario le plus pessimiste nous ramène à des conditions qui sont à peu près semblables aux conditions qu'on avait dans le passé.
Bon, les enjeux sur l'aménagement forestier, si j'ai encore un peu de temps, Nelly, je vais aller vite. Le premier, c'est celui qui est le plus important pour vous. Si on fait de la coupe forestière avec une révolution de 100 ans par rapport à par rapport à un cycle de feu de 100 ans, ça, c'est essentiel à comprendre. C'est que la révolution forestière, elle laisse pas les peuplements vieillir plus de 100 ans. Fait que l'âge moyen à la fin du paysage va être de 50 ans. Alors que si on a un cycle de feu de 100 ans, comme le feu brûle 2 fois à la même place, il laisse des peuplements vieillir plus vieux que 100 ans. Fait que la grande différence entre les feux et la coupe, c'est le fait que dans un régime de feu, il y a des forêts vieilles, anciennes. Il y a des vieilles forêts. Alors que dans un régime de coupe, il n'y a pas de vieilles forêts où on diminue la quantité de vieilles forêts. Si on associe la biodiversité, le caribou et tout ça à la présence des vieilles forêts, on est dans le trouble. Fait que c'est le principal enjeu, c'est la quantité de forêts qu'on va trouver dans un contexte où on fait de l'aménagement forestier par rapport à un contexte où on fait de la coupe, c'est-à-dire où on a une forêt naturelle produite par les feux, on perd les forêts surmatures ou les vieilles forêts du paysage. Donc, on peut penser qu'on perd la forêt, la biodiversité des forêts plus vieilles. C'est essentiellement la raison pour laquelle on a arrêté de faire de la foresterie euh, à la limite nordique. C'est que là, il y a tellement de feux qu'il n'y a plus de place pour faire de la foresterie. Les feux prennent tout. Fait que, on n'est plus capable de faire de la foresterie. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir les vieilles forêts? Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut prendre pour maintenir les vieilles forêts et limiter la perte de biodiversité? Bon, écoutez, je vais passer là-dessus euh, parce que j'ai pas le temps, mais il y a plusieurs stratégies qu'on peut prendre pour pour garder les vieilles forêts. Puis bon, ben, c'est ce qu'on a réussi à convaincre le gouvernement du Québec, c'est de faire de l'aménagement écosystémique pour implanter un aménagement durable des forêts, notamment dans le cadre d'aménagement écosystémique. C'est ce qu'il y a dans la nouvelle loi c'est ce qu'il y a dans la loi des forêts qu'on veut amender ou réaménager récemment. Et puis, l'aménagement écosystémique, c'est un aménagement qui consiste à assurer le maintien et la variabilité des écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle. Bon, maintenir des forêts aux caractéristiques naturelles dans les limites historiques de la variabilité est notre meilleure hypothèse contre la perte de la biodiversité. Il ne faut pas plonger les espèces dans un environnement auquel elles n'ont jamais été confrontées historiquement. Bon, on sait que les orignaux ne vont pas chez McDonald's. Bon, comment on fait ça? Ben, on regarde qu'est-ce que c'est les paysages naturels, c'est ce que je viens de vous montrer. On regarde c'est quoi les écarts entre ce qu'on fait en aménagement forestier avec les paysages naturels. On regarde les enjeux les plus importants, puis on essaie de trouver des solutions. Bon, le mythe le plus important, c'est de dire que si on fait de la coupe totale, on mime les feux. Et donc, on fait de l'aménagement écosystémique. Ben, écoutez, c'est vrai pour une partie du territoire, mais si on fait juste ça, c'est pas vrai. Puis c'est ce qu'on a fait jusqu'à temps qu'on change la loi. On a fait que de la coupe totale. Puis vous voyez ici la limite des coupes en 2000. Ben, c'est clair qu'on a rajeuni les forêts partout dans le sud, puis on a laissé que les forêts vieilles au nord. Puis on voit que le turquoise, c'est des feux. Fait que les feux s'ajoutent et puis grugent les forêts anciennes au nord. OK? Donc, on ne peut pas dire qu'on a fait de l'aménagement écosystémique, mais là, on a changé la loi, on est supposé le faire. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder des vieilles forêts? On peut faire des aires protégées, vous êtes là-dedans. On peut augmenter les révolutions, c'est-à-dire, au lieu de couper forêt à 100 ans ou à 70 ans, les couper à 200 ans, les couper à 300 ans. Mais si on fait ça, on va perdre des approvisionnements en bois. Ou on peut faire un peu plus de sylviculture adaptée, c'est-à-dire faire des coupes partielles pour reproduire un petit peu la dynamique qu'il y a dans les vieilles forêts, c'est-à-dire les épidémies de tordeuses,
les trouées, etc. Donc, faire de la sylviculture adaptée. Bon, je vais passer là-dessus. Là, c'était juste pour vous dire que ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire du brûlage dirigé ou on peut faire de la préparation de terrain dans le cas de la baisse de productivité. Fait que nous, c'est un petit peu ce qu'on a proposé, c'est de dire que si les sites sont productifs, on peut faire des coupes partielles pour reproduire la succession. Bon, les sites productifs, en général, c'est pour les gens qui connaissent la forêt, c'est si vous avez du pleurozium, des mousses hypnacées dans le sous-bois, c'est productif. Si vous avez de la sphaigne, surtout les espèces de sphaigne de tourbière, vous êtes dans des sites improductifs. Vous êtes mieux là de faire une coupe totale et de mimer le feu, alors que vous pouvez faire des coupes partielles quand les peuplements sont productifs pour mimer les vieilles forêts. Donc, on peut recréer un paysage avec des proportions des différents types de peuplement si c'est ce qu'on vise. L'un des enjeux dont je n'ai pas parlé beaucoup, mais qui est important, on pourrait y revenir dans les questions. Les feux de 2023, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont brûlé dans des forêts jeunes où les épinettes et les pins gris n'avaient pas de compte. Et ça, on l'augmente à mesure qu'on fait de la foresterie. Malheureusement, on n'a jamais voulu le reconnaître que de rajeunir la forêt, ça a un impact sur sa résilience à revenir après les feux. On le dit, on le crie, mais on dirait que ça ne passe pas comme message. La solution, c'est de laisser des semenciers, de trouver des façons, parce qu'on ne pourra pas reboiser tout ce que le feu nous prend. Ça va nous coûter des fortunes à reboiser. Fait qu'il y a des stratégies qu'on peut prendre, mais il faut aider la nature. Et on ne semble pas vouloir aller vers ces solutions-là. On semble plutôt vouloir intensifier l'aménagement et pas utiliser la nature à bon escient. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir comme discussion. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Yves.